qu'elle n'a plus les moyens de se défendre. Et ça, c'est un élément important que l'on retrouve dans la violence de couple. Au fond, les femmes qui sont victimes de violences dans leur couple ont rarement les moyens, ont rarement du soutien pour les aider. Parce qu'auparavant, elles ont été isolées et qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre. Ensuite, si on veut poursuivre les procédés d'aliénation, ensuite on va donc aliéner la personne en faisant une effraction. L'effraction se fait en envahissant la personne de sa présence. On est toujours là. Alors si je prends l'exemple un abus de faiblesse à personne âgée, voilà, vous avez la famille qui est pas proche, qui habite dans une ville différente, et vous avez une personne qui a décidé qu'elle allait mettre l'emprise sur cette personne âgée. Alors pour ça, elle va être là tout le temps. Elle va se poser comme la personne réparatrice, bienveillante, disponible. Elle va parler beaucoup, envahir la personne de sa personne, de sa présence, jusqu'à ce qu'elle devienne indispensable. Et à partir de là, au fond, on va pouvoir travailler en captant psychologiquement la personne. Alors, c'est la même chose dans le harcèlement sexuel. Dans le harcèlement sexuel, vous avez quelqu'un qui vous met la pression. Il ne met pas une fois, mais il est tout le temps là, c'est permanent. Donc vous êtes en permanence sur le qui-vive, et il y a un moment où vous finissez par céder, en disant « Ok, c'est peut-être plus simple de céder », et on cède. Et à partir du moment où on a cédé, on devient complice, et on vous embarque là-dedans. Alors, il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi des procédés beaucoup plus comportementaux qui sont très connus. Alors, ces procédés comportementaux sont utilisés par tous les bons vendeurs, par tous les bons professionnels. Ça s'apprend dans les écoles de commerce. Ça consiste à savoir qu'au fond, pour vous vendre le produit dont vous n'avez pas besoin, je pense, tiens, récemment, dans un supplément du journal Le Monde, ils avaient inventé des produits miracles avec les mots qui feraient qu'on aurait envie de les acheter. Alors la crème, on va mettre là une crème pour les femmes qui soit, je ne sais pas moi, j'ai pas les mots pour ça, mais ils avaient trouvé tous les mots, ils avaient fait travailler des personnes, des spécialistes en marketing, pour savoir quels étaient les mots qui marchaient pour qu'on ait envie d'acheter la crème Trucmuche. Et les produits étaient virtuels, hein, c'était pas des vrais produits. Mais qu'est-ce qu'on fait en permanence? Pourquoi on achète telle crème plutôt que telle autre? Eh bien, il y a des professionnels qui travaillent là-dessus, qui savent qu'il y a des mots qui nous font rêver, et du coup on va avoir envie de partir. Il y a des produits, le produit sera 2 fois plus cher que les autres, mais il promet, il nous fait des promesses extraordinaires. Mais au fond, que font les manipulateurs? Ils ne font que ça. Alors, on sait par exemple, quand on fait des campagnes de prévention pour le tabac, par exemple, on sait que si on utilise des arguments rationnels, ça ne va pas marcher. Alors, on sait qu'il y a des techniques d'engagement, des techniques, il y a dans tous des bons livres de marketing, on vous explique ça.
comment on peut convaincre quelqu'un. Je vous prends un exemple. Si vous voulez réclamer de l'argent à quelqu'un dans la rue, si vous demandez directement en tendant la main, ça ne marche pas. Mais si auparavant vous demandez l'heure, quelle heure est-il? Ça coûte rien de donner l'heure. Mais à partir du moment où vous avez donné l'heure, vous avez engagé la conversation, eh bien, il y a statistiquement plus de chances que la personne, après, accepte la demande que vous ferez. Bon, on le sait aussi, par exemple, vous voulez acheter une robe, vous l'avez vue en vitrine, elle n'est pas chère, elle est merveilleuse, et vous entrez pour acheter cette robe qui n'est pas chère. Pas de chance, il n'y a plus votre taille. Mais on va vous proposer quelque chose d'autre. Vous serez déjà engagé puisque vous serez entré, vous aurez demandé, et là on va vous proposer quelque chose de beaucoup plus cher, et puis finalement vous allez accepter. Bon, toutes ces techniques-là, au fond, ce sont des techniques de marketing. C'est banal dans notre société. C'est banal dans notre société, mais nous sommes imprégnés de ça. Et au fond, maintenant, ça s'utilise aussi dans la relation, des relations personnelles. Donc en fait, on est fragilisé par tout ça. Alors, je vous l'ai dit, ces techniques de manipulation peuvent s'appliquer dans tous les domaines. Alors, je l'ai dit aux personnes âgées. Très clairement, je ne sais pas ici les chiffres en Espagne, mais en France, il y a de plus en plus de plaintes pour abus de faiblesse à personnes âgées. Peut-être parce que les familles sont un peu plus éclatées qu'autrefois. Aussi, et ça on n'en parle pas beaucoup, parce que les sectes s'infiltrent dans les établissements pour personnes âgées et chez les soignants. Il y a de plus en plus de pratiques sectaires qui visent spécifiquement les personnes âgées. Surtout si elles ont une famille, surtout si elles ont de l'argent et qu'elles ont une famille un peu éloignée, ou même quand la famille est là, je vous l'ai dit, on discrédite la famille. Ces manipulations peuvent se dérouler dans le travail, mais ça j'en reparlerai après, je ne sais pas si on aura le temps, mais peut-être qu'on aura sans doute le moment d'en parler. Ça se produit aussi dans la vie amoureuse. Dans la vie amoureuse, au fond, j'allais dire c'était plus simple autrefois quand on se mariait, quand c'était des mariages arrangés par la famille, on connaissait, etc. Maintenant, de plus en plus les personnes sont seules et vont sur Internet rencontrer le prince charmant, ou la femme de ma vie sur Internet dans les sites de rencontres. Et là, eh bien, là aussi, il peut y avoir des grands manipulateurs ou des grandes manipulatrices qui peuvent amener à faire croire à de l'amour, à de la passion, et pour finalement se servir un petit peu de l'autre. Alors, peut-être que je vais parler là de ce qui se passe dans les couples et de la violence psychologique dans le couple. Alors, pour parler de la violence dans le couple, je voudrais dire que
je travaille depuis longtemps sur ces sujets de violence dans le couple, mais j'ai toujours pensé que en France, on parle des femmes battues. Aux États-Unis, on parle des battered women, des femmes battues, donc. Et j'ai toujours pensé que le terme n'était pas approprié. Je pense que le terme n'est pas approprié parce que la violence commence bien avant qu'il y ait des traces, je l'ai dit, et qu'il y ait des faits objectifs, on va dire. La violence commence avant parce que, au fond, quand j'avais écrit ce livre sur la violence dans le couple, je m'étais posé la question, c'est pourquoi elles restent? Pourquoi elles acceptent? C'était la question que j'avais et que je ne comprenais pas. Et il a fallu que je m'interroge et que je m'intéresse à l'emprise pour comprendre que, au fond, si on reste dans des situations qui sont des situations inacceptables, c'est la même chose pour ces personnes qui avaient été victimes de ce gourou. Pourquoi elles ont continué alors qu'elles étaient dans une situation impossible? Eh bien, c'est parce que on est sous emprise. Alors, se pose la question, pourquoi autant de violence dans les couples, qui sont des lieux, normalement, qui devraient être des lieux d'amour et de liens très très forts? Alors, il y a quelque chose qui me paraît important aussi. Je sais qu'en Espagne, on parle beaucoup de la violence de genre, et que chez nous, on parle de la violence faite aux femmes. Et il faut aussi avoir en tête que cette violence, pour moi, ce n'est pas une violence de genre, exactement. C'est pas comme ça que ça se joue. Parce que c'est une violence qui se joue aussi dans les couples homosexuels. Et on voit, nous les thérapeutes, on commence à voir de plus en plus d'hommes victimes de violences de femmes. Il y en a probablement toujours eu, mais d'abord ils n'osaient pas en parler. Mais je pense que la domination étant tellement jusqu'à présent du côté des hommes sur les femmes, qu'il y avait peu de cas où c'était l'inverse. Enfin, moins souvent où c'était des cas plus pathologiques. On en voit maintenant arriver. Mais en tous les cas, la violence dans les couples homosexuels est strictement la même, c'est le même procédé que la violence dans les couples hétérosexuels. Alors, pourquoi il y a autant de violence dans le couple? Pourquoi il y en a encore? Alors que les femmes sont plus éduquées, on est tous un peu plus formés, pourquoi il y en a encore? Moi, je tente à penser, et je vais même plus loin, pourquoi il y en a plus qu'il y a quelques années, quand moi je travaillais sur ces sujets-là. Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là dans les années 70, et il y avait le féminisme et toutes ces théories, et j'avais eu l'impression qu'il y avait eu une amélioration. Et actuellement, on voit de plus en plus de domination. Je vois de plus en plus de femmes qui ont tous les moyens de ne pas se laisser malmener, qui ont tous les moyens de se défendre. Elles ont fait des études, elles ont des diplômes, elles gagnent parfois plus d'argent que le mari et pourtant elles acceptent. Pourquoi ? Alors moi, je tente à penser que notre époque a changé un peu les normes et que les femmes ont pris du pouvoir depuis ces années, en gros depuis les années 70, les femmes ont pris du pouvoir et de l'autonomie. Mais je pense que ça a fragilisé les hommes. Nous voyons actuellement des hommes extrêmement fragilisés par le changement du monde moderne. Au fond, autrefois, les hommes étaient chefs de famille.
Ils rentraient, les enfants obéissaient, leurs femmes avaient préparé le repas, la femme était en attente du mari, et elle était le plus souvent à la maison, ou quand elle avait un travail, le travail était moins important que le travail du mari. Donc le père était chef de famille. Maintenant, les couples sont plus incertains. On peut divorcer. Les femmes peuvent gagner de l'argent. Elles gagnent toujours moins que les hommes, mais théoriquement, elles peuvent gagner de l'argent. Mais les enfants n'apprennent pas la vie avec leur père. Les enfants, ils apprennent la vie maintenant avec les copains, avec les réseaux sociaux, avec Internet. Et d'ailleurs, les pères apprennent très souvent Internet, sont obligés de demander à leur fils, ou quelquefois à leur fille, sont obligés de demander aux enfants, dis donc, là j'ai un problème, j'ai mon ordinateur qui a planté, est-ce que tu peux m'expliquer comment il faut faire? Donc ces hommes ont perdu du pouvoir à la maison, mais au niveau du travail, et vous voyez, on y revient, harcèlement, vous voyez comment tout ça est lié, au niveau du travail, eh bien actuellement, partout dans le monde, il y a de l'insécurité. C'est-à-dire que ces hommes qui avaient un travail qui était à peu près assuré autrefois, quel que soit le niveau du travail, eh bien maintenant, plus personne n'est sûr de garder son travail. Sauf que la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont beaucoup plus investi le secteur professionnel. Pour eux, l'identité d'un homme est beaucoup plus dans son travail et l'identité d'une femme est encore beaucoup plus dans la famille, le reste, les liens, etc. Donc ces hommes-là ont perdu, j'allais dire, un peu de leur prestige, de leur identité, de leur image. Et les hommes sont fragilisés. Et d'ailleurs, quand les femmes viennent nous voir, elles viennent nous voir pour des problèmes plus pratiques liés à leur vie familiale, alors que les hommes, quand ils viennent nous voir, ce sont des problématiques d'impuissance. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas à la hauteur. Et en général, ils ne viennent pas consulter pour des doutes. Ils viennent consulter quand c'est déjà tard, quand ils ont déjà craqué. On le sait par exemple en ce qui concerne le harcèlement moral au travail, quand les hommes viennent consulter, ils viennent consulter quand la situation est déjà dramatique et on sait que statistiquement les hommes se suicident plus que les femmes. Les femmes consultent plutôt pour parler, douter, se questionner. Les hommes se questionnent moins et quand ils viennent, c'est déjà beaucoup plus grave. Donc notre société a changé. Alors, qu'est-ce qui se passe, ces hommes qui sont fragilisés? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont essayer d'obtenir un peu de pouvoir à la maison. Et ils vont se rehausser aux dépens de celle qui est à la maison, qui est la plus proche. Ils vont se rehausser aux dépens de leurs femmes, ils vont se défouler sur leurs femmes. Alors, je ne vous parlerai pas très longuement de ces processus de violence qui sont assez connus, mais je vais quand même le résumer. D'abord, première chose pour dire que on fait une distinction entre la violence physique et la violence psychologique. Mais là aussi, où commence la violence psychologique? Si on interroge des femmes, je vous prends un exemple, j'ai une patiente, son mari était médecin, elle avait fait des études et elle était extrêmement malmenée par son mari. Et je lui dis, est-ce qu'il vous bat, votre mari? Elle me dit, oh non docteur, il ne me bat pas. Bon, d'accord, il me donne des claques de temps en temps. Mais elle dit, battre c'est autre chose. Je dis, ah bon, battre c'est autre chose. Très souvent, pour qu'un geste violent soit reconnu comme une violence, il faut qu'il ait été considéré comme étant intentionnel.
Par exemple, si je bouscule quelqu'un, parce que je suis énervée, je bouscule, la personne tombe, la personne va dire, elle ne l'a pas fait exprès, parce que je suis tombée toute seule. Donc quand ces personnes nous disent, je dis, mais vous êtes tombé quand même, si vous êtes tombé, c'est parce qu'il vous a fait peur, vous avez reculé, vous êtes tombé. Ah oui, mais il n'a pas voulu me faire du mal. Je me suis fait du mal moi-même, en quelque sorte. Donc pour qu'un geste violent soit reconnu comme une violence, il faut qu'il soit donc qu'il paraisse intentionnel. Ensuite, si moi je lève la main, voilà, si je frappe, une fois, l'interlocuteur sait que je suis capable de frapper. Mais après, si je lève la main, je n'ai pas besoin de frapper, parce que dans le cerveau de l'autre sera imprimé que si je lève la main, c'est que je vais frapper. Hein? On le voit, quand on dresse un chien, par exemple, on lève la main, tu te tiens tranquille. Hein? On n'a pas besoin de lui donner une tape, on lève la main. Ça va très loin. J'avais une patiente qui me racontait que son conjoint, ça se passait dans la cuisine, un jour où il n'était pas d'accord avec elle, avait pris un couteau et l'avait prise comme ça avec le couteau et a dit « tu as intérêt à dire ce qu'il voulait lui faire dire, sinon tu vas voir ce qui va t'arriver ». Donc il lui avait mis le couteau comme ça, mais le couteau à la main. À la suite de ça, elle s'est tenue tranquille et il s'est calmé. Un mois ou deux après, même discussion dans la cuisine, il regarde le couteau, elle a compris le message. Il n'avait même plus besoin de prendre le couteau dans la main. Alors, est-ce que c'est de la violence physique ou est-ce que c'est de la violence psychologique ? La même question, quand vous crachez sur quelqu'un, c'est de la violence physique ou c'est de la violence psychologique? D'après vous? Ça, je peux le savoir, parce que je peux vous le dire, parce qu'il y a eu des jurisprudences là-dessus. Ça a été reconnu. Il y a même un cas où un beau-père a demandé à un enfant handicapé « ouvre la bouche ». Je suis désolée, je vous raconte des histoires pas terribles, mais bon, ouvre la bouche. L'enfant a ouvert la bouche et il lui a craché dans la bouche. Eh bien, par un tribunal, ça a été reconnu comme une agression sexuelle. Parce que c'était de ce registre d'une agression sexuelle, je vous passe les détails du contexte, mais ça a été reconnu comme tel. C'était un viol symbolique. Et ça l'était vraiment, si on voit le contexte. Mais tout ça pour vous dire que où est la limite de la violence physique, la violence psychologique? C'est pas si évident. Alors, ensuite, il faut savoir que les procédés de violence, ça amène une addiction à la violence. Quand on est dans la violence, ça amène une addiction à la violence. Mais quand on est du côté du bourreau ou du côté de la victime, c'est pareil. Alors, si on prend l'exemple de la violence dans le couple qui est classiquement décrit, avec les 4 phases, une première phase de tension. Alors, on va le décrire comme encore une fois, ça peut exister dans tous les sens, mais on va le décrire un monsieur qui est violent. Hein. Donc, monsieur est énervé, il a un malaise intérieur, il est tendu, il est énervé, et il rentre à la maison et le repas n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver, il va claquer des portes, il va faire du bruit, il va manifester sa tension et madame va se filer tout doux, elle va dire « Oh là là, faut pas l'énerver, et les enfants vont pas faire de bruit et on va essayer de se calmer ».
Et il va y avoir à un moment une décharge de violence où il va d'abord claquer des portes, casser les objets, ensuite il va éventuellement frapper et ça va lui faire du bien. Parce que ça marche, ça fait du bien. Sauf qu'après, on n'est pas très fiers, parce que quand même, on sait qu'on a un peu dépassé la limite. Et il va y avoir une phase d'excuse, de contrition, où l'homme va commencer à minimiser son comportement. Ouais, d'accord, bon, écoute, quand même, si le repas avait été prêt, ou bien, bon, la prochaine fois, tu sauras qu'il ne faut pas m'énerver quand je suis comme ça, etc. Et puis après, il y aura sans doute une phase de rapprochement, éventuellement de réconciliation sur l'oreiller, qui a été appelée très souvent phase de lune de miel ou de pseudo-lune de miel. Mais il faut avoir en tête que cet homme qui a une tension intérieure, c'est un malaise. Je l'ai dit, les hommes consultent moins parce qu'ils ont une tension, ils consultent moins pour un malaise intérieur. Quand cet homme a cette tension, au lieu de se dire qu'est-ce qui en moi ne va pas, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas très bien aujourd'hui, que je suis un peu angoissé, il va chercher une explication extérieure. L'explication extérieure, il ne va pas le dire au travail, parce que ça amènerait trop d'ennuis. L'explication va être à la maison parce que la femme n'aura pas été ceci ou cela, parce que le mari parce que les enfants n'auront pas fait ceci ou cela, etc. Et il va constater que ça lui fait du bien de se décharger, mais s'il n'y a pas de sanction juste après, eh ben, au fond, il va intégrer que quand je suis énervé, quand je suis anxieux, si je me défoule, ça me fait du bien, et il se passe, au fond, j'ai pas d'ennui, c'est un bon médicament, ça marche. Et pourquoi on ne recommencerait pas? Mais il y a aussi une addiction du côté de la femme, qui est une addiction pour passer à la phase de réconciliation, il va falloir passer par la phase de violence. Après, je le retrouve comme il était avant. Alors, la violence psychologique, il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui se met en place. Effectivement, vous voulez que j'arrête là? ¿Quieres que vous voulez que... No, decía del debate. O después del café, o después del café. ¿A qué hora el café? A las 12. Ok, je parle encore 10 minutes. Sí, 10 minutos. Sí, y tenemos media hora para de debate. Sí, 10 minutos, ok. Et donc je reviens à la violence psychologique. Pourquoi on accepte la violence? Donc je vais vous expliquer, je parle encore 10 minutes et après il va y avoir un débat et vous allez pouvoir poser des questions. Ça ne veut pas dire que ce sera fini. Oui, pourquoi on accepte la violence? On accepte la violence parce qu'elle ne se met pas en place d'un seul coup. Si je me promène dans la rue et que quelqu'un me donne un coup de poing, ça va, je sais que c'est de la violence, je peux aller à la police, je n'ai pas de doute. Mais si quelqu'un que j'aime, tout d'un coup me dit quelque chose de blessant, mon cerveau va commencer à dire mais non, c'est pas possible. Avant il me disait qu'il m'aimait et là il me dit quelque chose de blessant. Il doit y avoir une erreur. Donc on efface. Nous avons en général un système de nettoyage automatique qui marche très très bien. On efface tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et quelquefois, j'entends des femmes qui disent, des personnes qui disent, mais pourquoi elle n'a pas compris? Pourquoi nous, on voyait et elle ne comprenait pas? Eh bien, je crois qu'on a ce système qui efface complètement. Alors,
vous connaissez tous sans doute l'histoire de la petite grenouille dans un bain, non? Je vais vous raconter l'histoire d'une petite grenouille. Si vous mettez une grenouille dans un bain d'eau bouillante, que fait la grenouille? Elle saute brutalement et la grenouille, vous la revoyez pas. Mais si vous mettez une grenouille dans un petit bain bien tiède et que progressivement vous faites chauffer l'eau, eh bien la grenouille va se laisser ébouillanter. Eh bien, je crois que c'est un peu ce qui se passe quand on est dans des situations de violence qui se mettent en place progressivement. Alors, je parlais de l'emprise tout à l'heure. Il y a des procédés qui sont très stéréotypés. Moi, j'ai été frappée, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Les procédés de violence psychologique sont tellement stéréotypés que c'est la même chose dans toutes les cultures, dans toutes les langues, dans toutes les situations. Au fond, ça se passe dans plusieurs registres. Ça se passe dans un registre comportemental d'abord, où pour capter quelqu'un, il faut atteindre son identité. On casse l'estime de soi de la personne, et cela se fait par des paroles déplaisantes, méprisantes, des attitudes dédaigneuses, et on amène la personne à prendre conscience qu'elle ne vaut rien. Tu es nul, tu es bon à rien. Ensuite, je l'ai dit, je vous l'ai expliqué, on isole la personne pour qu'elle n'ait pas de défense. Ensuite, on la contrôle. Alors, dans le couple, le contrôle se passe beaucoup dans le registre de la jalousie. Mais enfin, ma chérie, si je veux pas que tu ailles à cette soirée, c'est parce que, tu sais, il y a des choses qui se passent, il y a des gens malveillants. Si je ne veux pas que tu mettes une jupe aussi courte, c'est parce que je t'aime et j'ai pas envie que tous les hommes te désirent. Et singulièrement, les femmes acceptent très bien ce contrôle parce qu'elles prennent ça pour des marques d'amour. Or, le contrôle, ce n'est pas de l'amour. Il faut être très clair là-dessus, le contrôle, ce n'est pas de l'amour. Mais il faut avoir en tête qu'avec les nouvelles technologies, le contrôle est devenu de plus en plus facile. Il suffit de regarder sur les SMS, les mails, d'aller sur tous les appareils, on peut tout savoir. Mais ça va bien plus loin. Maintenant, avec simplement des petites puces que vous pouvez mettre dans le téléphone de l'autre, c'est très simple, hein, vous pouvez avoir accès à toutes ces conversations, à tous ces mails, vous pouvez avoir accès à tout. Avec les technologies, vous pouvez tout savoir de l'autre. Ce n'est pas des trucs d'espions, c'est des trucs qu'on voit de plus en plus dans la vie quotidienne. Le jaloux a des tas d'armes pour pouvoir exprimer ça. Mais dans ce contrôle, il y a aussi quelque chose de plus, c'est une suspicion permanente et l'attribution d'intentions. C'est du registre, je sais mieux que toi ce que tu penses. Je sais que tu penses tel truc. Et donc moi, je vais te contrôler parce que je veux savoir ce que tu fais. J'avais une patiente, son mari l'a réveillée la nuit parce qu'il ne supportait pas qu'elle dorme, parce qu'elle lui échappait dans le sommeil. Et il voulait la contrôler tellement que si lui ne dormait pas, il fallait qu'il la réveille. Dans ce même registre, vous avez le harcèlement dont j'ai un peu parlé, qui consiste à mettre la pression sur quelqu'un. Je répète et je répète. J'ai ainsi un exemple d'un père qui disait à ses enfants, « Vous n'irez vous coucher que quand vous aurez dit que votre mère est une salope, que il faisait dire du mal aux enfants de leur mère, et les enfants ne pouvaient aller se coucher que quand ils avaient fini par céder. Et il y en avait un qui finissait par céder en disant « je le dis mais je ne le pense pas ». Et il y en avait un autre qui résistait, eh bien il était tenu toute la nuit comme ça pour finir par dire ce que le père voulait qu'il dise.
Ensuite, dans le registre cognitif, qu'est-ce qui fait qu'on va amener quelqu'un à accepter quelque chose? C'est ce que j'avais appelé dans mon premier livre la communication perverse. On dit une chose, par exemple, mais on fait sentir le contraire. C'est toute la communication paradoxale qui consiste à par exemple, dire je t'aime, mais avec un air tellement inquiétant que vous savez que c'est une menace. Ou bien dire des choses absolument terribles, du genre je vais te tuer, mais le dire avec avec un ton tellement bizarre que vous ne savez pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Dans ce registre, il y a des tas de femmes qui m'ont fait écouter des messages sur les portables en disant j'ai peur, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai peur. Si je vais à la police avec ça, la police va rien en faire. Et il me faisait écouter et moi j'entendais que effectivement si c'était malveillant ou pas. Donc toute cette communication, c'est une façon de faire passer des messages sans que ce soit vraiment dit. Donc j'ai rien à me reprocher, j'ai rien dit. Mais elle a entendu que c'était une menace. Mais c'est elle qui a entendu ça, c'est parce qu'elle est folle, elle se fait des idées. Dans le registre émotionnel, on peut faire la même chose en frustrant la personne, en faisant du chantage affectif, en faisant des menaces, en provoquant la peur. Il y a quelque chose qui est terrible, c'est le chantage au suicide. Le chantage au suicide, je trouve que c'est une violence absolument terrible sur laquelle il n'y a pas d'issue. Mais dans tous les faits de violence, que ce soit de la violence dans le couple, que ce soit de la violence extérieure, quelle que soit la violence dont on parle, il y a une inversion de la culpabilité. Ce n'est jamais l'agresseur qui porte la violence, c'est toujours la victime qui se sent coupable. Et c'est à partir de cette culpabilité que, au fond, la personne va être piégée. Alors, juste encore un mot, je l'ai dit, ça amène une dépendance réciproque. Mais il y a, au fond, quelque chose qui a été appelé l'impuissance apprise, qui est, au fond, on pourrait dire, mais plus c'est grave, pourquoi elles ne partent pas, puisque ça devient de plus en plus grave? Eh bien, au fond, plus ça a duré longtemps, et plus c'est grave, et moins psychologiquement on a la force de partir. Et au fond, ce sont ces procédés qui vous piègent, et qui vous empêche simplement d'y voir clair. Quand on vous passe des messages contradictoires, quand on vous met dans des situations où un jour je suis gentil, un jour je suis violent, donc des situations de violence aléatoire, eh bien, on ne sait plus où on en est, et notre cerveau, dans ce cas-là, s'arrête de fonctionner. On met sur pause, on n'entend plus rien, on ne comprend plus rien, et les autres autour peuvent le voir, mais nous, on accepte. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment, et vous allez pouvoir poser vos questions. Voilà, merci. Hace falta el inalámbrico para pasarlo. Eso. Paloma. Ahí está, ahí está. Va Virginie, va Virginie. Ya está. Lo va a pasar ella. Sí, sí. Pásalo. Hola, buenos días. Soy María Pérez Galván, abogada de familia. Enhorabuena
Me ha parecido muy interesante su intervención. Y al hilo de lo último que ha comentado, quería preguntarle, por favor, ¿cuál es su experiencia respecto de sus pacientes en cuanto al momento de determinar y decidir me separo, me divorcio de esta persona? ¿Cómo les puede afectar las reflexiones que hagan respecto a la independencia económica o la dependencia económica que tengan de esa persona? No sé si me he explicado. Gracias. Sí. On prend plusieurs questions. On prend plusieurs questions. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs questions et je répondrai à plusieurs questions. On va les regrouper en 3 ou 4. Une autre question? Ella lo que está diciendo es que si hay otra pregunta, que las vayan haciendo y ella luego va respondiendo a todas. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, quería preguntar si, además de digamos, las características del perverso seductor, encuentra que también puede haber más de una tipología, por ejemplo, someter a la persona a la violencia, pero en vez de a través de la seducción, a través de la dependencia, por ejemplo, ¿no? O de que haya otras tipologías de perverso, de perfiles perversos, que no solamente sea a través de la seducción. Hola. Me gustaría que comentara la situación un poco de la familia o del contexto en las situaciones de violencia. ¿Qué es lo que mueve a los otros a no actuar cuando lo están viendo? Encore une question et... Ouais. Ben, moi, à l'inverse, je vais poser ma question en français. C'est surtout dans les cas de l'utilisation du pratiquant de la violence sur la femme, dans la majorité des cas, en utilisant les enfants, en essayant d'être gentil et doux comme c'est pas possible avec les enfants. Alors cette personne, au lieu d'être dans la situation de pouvoir exprimer, de se plaindre, etc., elle se trouve entre deux feux. Comment faire entre mes enfants qui me voient comme c'est moi l'agresseur, alors que c'est moi qui ai l'agressé? Ok, je vais répondre. D'abord, il y a... Non, después. Oui, mais après d'autres questions. Je vais d'abord répondre aux questions auxquelles je ne vais pas répondre maintenant, parce que c'est ce dont je vais parler après la pause. Après la pause, j'avais l'intention de vous parler des différents profils des manipulateurs et voilà. Donc, on le fera après. Et de la même façon, après la pause, je parlerai de la situation des enfants. Parce que, très clairement, une des pathologies que l'on voit actuellement, qui est extrêmement grave, c'est les manipulations aux enfants. C'est-à-dire que plus on sanctionne la violence actuellement, plus la violence se fait subtile, et actuellement, très clairement, elle passe beaucoup par les enfants. Et en particulier au moment des séparations. Mais ça, j'en parlerai après parce que c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet... vous voyez, je suis toujours à la limite du psychologique, du juridique. Et on est dans des situations où, sur un plan juridique, on est un peu démunis. Et en ce qui concerne les enfants, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, j'en parlerai après. Il y a deux questions qui me paraissent effectivement très importantes. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de se séparer? À quel moment une situation devient insupportable? Eh bien, très souvent, il y a un déclic. Un jour, le déclic peut venir, par exemple, quand la violence passe d'une femme à un enfant,
ou dans une situation extérieure quand quelqu'un a nommé cette violence. Quelqu'un a dit quelque chose et à ce moment-là c'était prêt et donc la personne a pu réagir. Mais il faut savoir que quand on travaille dans ce genre de sujet, dans ces contextes, en tant que professionnel, que l'on soit psychothérapeute, avocat ou travailleur social, il ne faut pas aller trop vite. On ne peut pas traiter la violence par la violence et on ne doit pas faire nous-mêmes une violence en bousculant quelqu'un qui n'est pas prêt à partir. Très souvent, il faut une préparation pour pouvoir partir. Je reçois parfois des femmes qui disent « cette situation est... je vis une situation qui est difficile » et qui décrivent le contexte, qui est visiblement difficile, mais elles cherchent des excuses, elles cherchent des prétextes. Et les prétextes sont souvent des bonnes raisons, c'est-à-dire, elles mettent en avant les enfants. Ok, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que se pose la question, qu'est-ce qui est mieux pour les enfants? Elles mettent en question les choses matérielles. Et souvent, c'est dramatique. Dramatique, parce que, je l'ai dit, quand il y a de la violence, il y a souvent de l'isolement. Et l'isolement consiste souvent